Peut-on exceller dans deux sports en même temps? La dernière fois, en scrollant sur les réseaux, je tombe sur une vidéo de Cyril Gane. Vous savez, notre star française du MMA, numéro 1 mondial des poids lourds à l'UFC. Et là, il joue au basket, avec une aisance incroyable, comme si c'était son métier. Directement, je me dis « Wow, attends mais ce gars-là sait tout faire ou quoi ?» J'apprends qu'il en a fait étant jeune, mais quand même, la facilité avec laquelle il joue et sa façon de sentir le jeu me laisse croire qu'il y a plus que ça. Ça me renvoie dans mes souvenirs d'école. On a tous connu une fille ou un garçon qui était bon dans tous les sports. Que ce soit en gymnastique, badminton, basket ou 3x500, toujours premier en EPS, capable de transférer ses capacités d'une activité à l'autre, ayant rapidement le bon geste au bon timing. Rageant. Et là je tilte, je me dis, attends mais, est-ce que certains cerveaux sont câblés différemment? Alors par curiosité, je creuse. Je tape sur internet, transfert de compétences dans le sport. Je passe de site en site à la recherche d'informations, et rapidement on dévie vers le cerveau, sur les neurones, leur rôle, leur activation, et d'un coup, je tombe sur un concept. La théorie de la neuroplasticité, ou de la plasticité neuronale. Bien évidemment, vous êtes ici pour écouter le récit de la carrière d'un sportif de renom, donc on va vulgariser. La team scientifique, ne me tombez pas dessus. Pour synthétiser, on a longtemps cru que le cerveau était figé, que le talent était inné et que tout se jouait à la naissance. Aujourd'hui, on sait que le cerveau est plastique. Il change, il apprend, il s'adapte. Il modifie durablement ses connexions et son organisation en fonction de l'expérience, de l'apprentissage, de la répétition et de l'environnement. Ça veut dire quoi? Que quand vous vous entraînez, votre cerveau redessine littéralement sa carte interne. Pour vous remettre un peu de contexte, au début du XXe siècle, le cerveau est vu comme immuable, sans changement possible à partir de l'âge adulte. En 1890, William James, philosophe et psychologue américain, écrit dans The Principles of Psychology que le cerveau possède une plasticité. À l'époque, c'est une hypothèse philosophique, pas scientifique. En 1949, Donald Hebb, psychologue canadien, publie The Organization of Behavior et démontre que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. C'est la fameuse règle de Hebb. Si un geste, une pensée ou une action est répétée, les connexions neuronales associées deviennent plus fortes et plus rapides. C'est d'ailleurs l'une des règles fondamentales en musculation aujourd'hui. Quelques années plus tard, dans les années 80-90, Michael Merzenich, neuroscientifique américain, travaille sur le cortex sensoriel et moteur. Il fait une découverte clé. Les cartes cérébrales changent selon l'entraînement, la répétition et l'intensité de l'usage. En clair, dans le cerveau, chaque partie du corps est représentée sur une carte motrice. On appelle ça l'homunculus moteur. Et non, rien à voir avec Full Metal. Par exemple, les doigts ont déjà une place importante sur cette carte, mais elle n'est pas figée. Chez un musicien, par exemple, ils sont sollicités des milliers d'heures, avec des gestes fins, précis et différenciés, souvent de manière asymétrique. Résultat, les neurones responsables des doigts se multiplient et se connectent davantage. La zone cérébrale qui leur est dédiée s'étend, la précision, la vitesse et le contrôle augmentent. En définitive, plus vous utilisez une partie du corps de manière fine et répétée, plus le cerveau lui donne de la place. C'est donc pas votre corps qui change, c'est la carte de votre cerveau qui se redessine. La neuroplasticité devient alors scientifiquement démontrée. En 2007, Norman Doidge, psychiatre canadien, sort son livre The Brain That Changed Itself. Il rend la neuroplasticité accessible et surtout lisible au grand public. Il démontre qu'elle n'est pas réservée aux enfants, que même à l'âge adulte, le cerveau peut changer, s'adapter, même à un âge avancé, même après un AVC, une amputation ou un traumatisme. Bien sûr, comme pour tout, la plasticité a ses limites. Tout n'est pas réversible et tout le monde ne progresse pas de la même façon. Mais elle existe. Et c'est là que tout devient intéressant pour nous sportifs ou curieux du corps humain. Parce que si notre cerveau peut redessiner ses cartes, alors peut-être qu'il peut aussi en gérer plusieurs sports, plusieurs systèmes moteurs en même temps. Si vous rajoutez à cela des qualités morphologiques, hormonales et neuromusculaires hors normes, pas étonnant alors que certains athlètes arrivent à performer dans des disciplines totalement différentes. Et c'est le cas de l'homme du jour, un extraterrestre du sport. L'un des seuls à avoir été professionnel et à avoir performé simultanément en baseball et en foot américain. Deux sports radicalement différents. D'un côté, la coordination œil-main et la précision du geste, de l'autre, la violence, l'explosivité et la lecture tactique instantanée. Aujourd'hui, je vous présente la carrière stratosphérique de celui que la chaîne sportive ESPN a présenté comme le meilleur athlète pur de tous les temps, Monsieur Vincent Edward Bo Jackson. Vous écoutez Éternel.
Vincent Edward Jackson naît le 30 novembre 1962 à Bessemer, une ville américaine située dans le comté de Jefferson dans l'état de l'Alabama. L'Alabama, ou Sweet Home Alabama comme le dit la chanson, c'est un état du sud-est des États-Unis, qu'on appelle aussi le Deep South, ou Sud profond. Il s'étend sur environ 400 km entre les chaînes de montagnes des Appalaches aux rives du golfe du Mexique. L'État compte environ 5 millions d'habitants et des années d'histoire et de lutte pour les droits civiques. Il a vu l'émergence de figures emblématiques de la lutte contre la ségrégation raciale, comme Rosa Parks, Booker T ou Martin Luther King. L'Alabama a connu la ségrégation jusqu'aux années 1960. L'État occupe donc une place particulière dans le cœur et l'esprit des Afro-Américains et de ceux qui luttent pour un monde plus juste. Vincent est le 8e enfant d'une famille de 10 enfants. Son père est absent de son enfance. Il ne le rencontrera qu'à l'âge de 10 ans. C'est un enfant plein de vie, mais turbulent, toujours dans les problèmes. Ses qualités physiques et athlétiques ne passent pas inaperçues pour sa famille qui lui donne très jeune le surnom de Wild Boar Hog, ou le sanglier sauvage. Sympa, non? Plus tard raccourci à Beau, sobriquet qui lui collera à la peau toute sa vie. C'est un garçon qui ne tient pas en place et dont la vie est rythmée par le sport. À l'adolescence, il rentre au lycée McAdory, à McCalla, où très vite il se fait remarquer. Il devient running back pour l'équipe de football américain du lycée. Mais c'est quoi un running machin back? Ok, pause. Pour la faire courte, en football américain, le running back c'est un joueur offensif qui avance le ballon en courant après l'avoir reçu du quarterback. Son but est de courir et gagner des yards pour marquer les fameux touchdowns. C'est quoi un yard? C'est la mesure officielle d'environ 91 cm. La surface de jeu fait un peu plus de 50 yards de large, environ 49 mètres, sur exactement 100 yards de long, soit environ un peu moins de 92 mètres. Son rôle peut aussi être d'attraper des passes ou de bloquer des joueurs adverses pour protéger le quarterback ou d'autres porteurs de balles selon les besoins de l'équipe. Ok, on reprend. Beau devient running back officiel de l'équipe. Lors de sa première année en senior, il parcourt plus de 1175 yards sur 118 courses ballon porté et inscrit 17 touchdowns. Profil typique d'un running back dominant et décisif. Ses stats sont exceptionnels et démontrent un niveau très sérieux pour son âge. En parallèle, il excelle en baseball et bat le record de home run, 20 en 25 matchs, du jamais vu. Il performe aussi en athlétisme. Beau devient champion d'état de décathlon. Pour rappel, le décathlon c'est un regroupement de 10 épreuves de saut, sprint, lancer et endurance. Coucou Kevin Mayer et Mackenson Gletty. Lors de ces 2 titres, il prend tellement d'avance au point, avant la dernière épreuve du 1500 mètres, qu'il n'a même pas besoin de courir pour rester champion. Une chance pour l'Américain qui déclare que l'endurance est la seule chose qu'il déteste en athlétisme. Il bat le record de son lycée en saut en hauteur avec 2,06 m. L'ancien record était détenu depuis 37 ans. Puis en triple saut avec 14,81 m, record d'état également. Beau est une anomalie, capable de s'adapter et de performer sur toutes les disciplines. Le gamin de Bessemer possède une coordination, une détente et une explosivité hors normes. C'est un athlète complet et authentique. Il attire donc très vite le regard de grands clubs sur plusieurs disciplines. Tous rêvent de signer le diamant brut de l'Alabama. En 1982, c'est le choix fondateur et la révélation pour Bo Jackson. Il est sélectionné par les New York Yankees au 2e tour de la draft de la Major League of Baseball, la MLB. On lui propose un contrat à 250 000 $. Tout jeune américain de 20 ans performant sportivement rêve de jouer pour l'une des équipes majeures de baseball. C'est parfois le rêve d'une vie. Beau refuse l'offre de l'écurie new-yorkaise, préférant une bourse de la prestigieuse Auburn University afin de rejoindre leur équipe de football américain. Pourquoi? Parce qu'il a promis à sa mère d'être le premier de la famille à intégrer une grande université. Et il ne rejoint pas n'importe laquelle. Il rejoint alors un établissement très sélectif qui verra passer de nombreuses personnalités comme l'actrice Octavia Spencer, le basketteur Charles Barkley ou l'actuel directeur général d'Apple, Tim Cook. Beau retarde donc ses débuts en professionnel mais pose les bases solides de l'athlète hors norme qu'il s'apprête à devenir. Pour vous donner un peu de contexte et afin de mieux comprendre le modèle américain, le football universitaire n'est pas un sport scolaire annexe, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un pilier culturel, un spectacle de masse et un réservoir officiel de talent pour la NFL, la National Football League. Le sport universitaire est organisé par la NCAA, National Collegiate Athletic Association. Et dans de nombreux États, surtout dans le sud, Alabama, Texas, Géorgie, le football universitaire est parfois plus suivi que la NFL.
Les universités sont de véritables entreprises sportives avec des budgets annuels de 100 à 200 millions de dollars par an pour le département sportif, donc 40 à 80 millions uniquement pour le football. Le budget annuel de beaucoup de fédérations sportives est inférieur à celui d'une seule université américaine. On parle alors de droits TV nationaux, sponsoring, merchandising et billetterie de stades de près de 100 000 places qui génèrent des recettes colossales, rendant certaines universités totalement autosuffisantes. Elles disposent ainsi de stades gigantesques, centres d'entraînement ultramodernes, staff complet avec entraîneurs spécialisés, préparateurs physiques, nutritionnistes, médecins du sport, analyse vidéo, etc. Certaines universités peuvent ainsi se targuer de proposer aux jeunes athlètes des conditions proches voire supérieures à celles de grands clubs professionnels européens. La préparation physique en football américain étant d'ailleurs considérée par beaucoup comme la meilleure au monde, toutes disciplines confondues. Comprenez bien que pour beaucoup de jeunes issus de milieux modestes voire défavorisés, c'est un ascenseur social majeur. Les bourses prennent en charge la scolarité, le logement, la nourriture et le suivi médical. Sans compter l'espoir de pouvoir rejoindre une équipe professionnelle dès la fin de la scolarité. Contrairement au modèle français, les États-Unis n'opposent pas études et sport, mais voient ces deux aspects comme imbriqués, proposant développement intellectuel et performance sportive d'élite. Bo Jackson rejoint l'une des meilleures structures du pays qui peut lui permettre une véritable exposition médiatique, ainsi qu'un développement de ses compétences incomparables. Au départ, Bo est encore le gamin du coin, issu d'une grosse famille de l'Alabama, dans une université où l'athlétisme est roi. Pour autant, il veut réussir à s'imposer dans l'un des programmes les plus exigeants du Sud, et de leur équipe, les Tigers d'Auburn. Il performe de manière spectaculaire dès sa première année avec 829 yards au sol et 9 touchdowns, dont un touchdown, aujourd'hui devenu légendaire contre l'équipe rivale des Crimson Tide de l'Alabama. Son équipe est alors menée 22-17 au quatrième quart-temps, à 2 minutes 30 de la fin du match. Bo Jackson convainc son entraîneur de le laisser courir en quatrième tentative pour inscrire un touchdown. Ils n'ont pas le choix. Il lui affirme qu'il peut littéralement sauter par-dessus la défense adverse et faire passer le ballon derrière la ligne, qu'il a un record de saut à plus de 2 mètres au lycée et que la défense de Crimson Tide ne peut pas s'attendre à une telle tactique. Coach Dye accepte. Engagement du quarterback, Bo attrape la balle, s'élance et saute au-dessus de la mêlée. Touchdown. Victoire de son équipe 23 à 22. Iconique. Je vous invite grandement à regarder le fameux Bo Over the Top. En 1983, il passe de jeune promesse à force dominante avec 1213 yards parcourus et 12 touchdowns. Ses stats sont incroyables avec une moyenne de 7,7 yards par match. Il devient un véritable défi pour les défenses adverses qui peinent à contenir le jeune prodige. Lors du Sugar Bowl, un match annuel d'après-saison régulière de football américain à l'image du célèbre Super Bowl des professionnels, il se distingue en remportant le prestigieux titre de MVP, Most Valuable Player, qui désigne le joueur le plus utile d'une partie, confirmant tous les espoirs placés en lui. Malheureusement, sa courbe de progression est interrompue l'année suivante à cause d'une blessure à l'épaule. Lui qui avait tant montré et prouvé se retrouve contraint de louper un grand nombre de matchs. Mais le jeune Bo Jackson, dont les qualités athlétiques sont exceptionnelles, n'est pas homme qui baisse les bras. Il concentre tous ses efforts sur son rétablissement, et revient à son meilleur niveau, à tel point qu'il permet la victoire des Tigers lors du Liberty Bowl le 27 décembre 1984. Il remporte une nouvelle fois le titre de MVP pour son match exceptionnel. L'épreuve psychologique que fut sa blessure et la frustration qu'elle a générée a fait grandir mentalement notre jeune athlète. Il signe un retour historique, le faisant entrer dans une nouvelle dimension. En 1985, pour son année senior et après avoir manqué la moitié de la saison précédente, Bo revient sur les terrains avec l'envie de confirmer, de venger ce manque, habité par la rage des gagnants, prêt à rentrer dans l'histoire de Greyhound Force. Il gagne 1786 yards, balle en main, soit un peu plus d'1,6 km et inscrit 17 touchdowns. Des stats si monstrueuses qu'il est alors considéré comme le meilleur joueur universitaire du pays. Le jeune Bo Jackson est instoppable. Il joue à l'instinct, faisant parler son physique et son sens du jeu, redéfinissant un peu plus ses cartes cérébrales. Le jeune athlète est si hors norme et passionné qu'il décide au printemps et sans transition réelle de jouer aussi pour l'équipe de baseball d'Auburn. Hors de question de s'imposer de limites quand on s'appelle Vincent Bo Jackson. Il aime ces deux sports depuis l'enfance et ne veut pas avoir à se spécialiser. Il veut jouer et performer dans les deux disciplines sans compromis. Comment le lui refuser ? Lui, le jeune athlète trop libre pour les cases qu'on souhaite lui imposer. Et c'est alors qu'en quelques mois, le meilleur joueur universitaire de football du pays à l'automne devient phénomène du baseball au printemps. Pour vous donner un peu de contexte sur le baseball,
la réalité est loin des fantasmes vidéoludiques dont on nous a abreuvés. C'est un sport où toucher la balle avec votre batte est très difficile. Bien la toucher est rare, alors la frapper fort et utile est exceptionnelle. Les meilleurs réussissent environ 3 fois sur 10. Effectuer un home run, c'est-à-dire faire sortir la balle du terrain, est donc un geste extrêmement rare. Bo Jackson, cette année-là, touche 4 balles sur 10, inscrit 17 home runs et affiche des statistiques normalement réservées aux légendes professionnelles, alors même qu'il est encore étudiant et qu'il joue au football américain. Invraisemblable. Tel Midas, le roi Cupide des légendes d'Ovide, Bo Jackson transforme en or tout ce qu'il touche. C'est un ovni, capable d'exceller dans toute discipline. Ses capacités d'apprentissage sont aussi performantes que ses capacités physiques. Dans le sport moderne où les calendriers sont lourds, les corps sont spécialisés et où les exigences techniques sont énormes, il est parmi les meilleurs du pays en universitaire dans 2 sports différents la même année. C'est sa fameuse année Heisman. Il remporte à la fin de l'année le trophée du même nom, récompensant depuis 1935 le meilleur joueur NCAA de football américain universitaire. Il fait référence à John Heisman, mort en 1936, qui fut coach à la fois de baseball, de basketball et de football américain. Il remporte aussi le Walter Camp Award, officiellement dénommé Walter Camp Player of the Year Award, un trophée annuel décerné depuis 1967 et récompensant les meilleurs joueurs de la NCAA. Il est désigné meilleur joueur de la saison 1985 par le Sporting News et par United Press International. Désigné à l'unanimité joueur All-American. Bo Jackson est à 23 ans le plus gros talent du sport américain alors qu'il ne joue même pas en professionnel. Toutes les équipes de la NFL veulent le transférer pendant la draft après la fin de ses études. Mais le joueur n'a qu'une condition qu'il affiche comme un slogan. Si une équipe NFL m'empêche de jouer au baseball, je ne jouerai pas au football. Mars-avril 1986, les Tampa Bay Buccaneers détiennent le premier choix de la draft NFL. Ils veulent Bo Jackson à tout prix. Le propriétaire Hugh Cleverhouse fait venir Bo en jet privé pour visiter les installations de l'équipe. Il assure personnellement à notre athlète que ce voyage ne mettra pas en danger son éligibilité NCAA Baseball. C'est faux. La NCAA considère comme un avantage illégal le fait de venir via le jet privé du propriétaire d'un club professionnel. Il perd immédiatement son éligibilité pour jouer au baseball universitaire. Sa saison est ruinée. Bo comprend qu'on lui a menti, que cette stratégie sournoise visait délibérément à lui imposer de jouer au football et de laisser tomber le baseball. La trahison est acerbe. Furieux, il déclare publiquement « Je ne jouerai jamais pour Tampa Bay ». Malgré tout, au premier tour de la draft, l'équipe de Tampa le sélectionne pour les rejoindre. Mais c'est quoi la draft ? La draft, c'est un système de recrutement où les équipes professionnelles sélectionnent chacune leur tour les meilleurs joueurs issus des championnats universitaires ou amateurs. L'ordre de sélection favorise les équipes les plus faibles de la saison précédente afin de rééquilibrer la compétition. Et ça vaut pour la majorité des sports américains. Bo refuse catégoriquement. Il refuse de signer, de négocier et même de rencontrer l'équipe. Il tourne le dos littéralement à la NFL, engageant un bras de fer avec l'équipe floridienne et son propriétaire milliardaire. Bo devient ainsi inéligible à la draft NFL suivante. Les Buccaneers perdent tout. Leurs droits sur lui, le prestige, et se ridiculisent publiquement. En 1987, il pourra être drafté plus tard. Il se tourne alors vers la Major League of Baseball et signe en juin pour l'équipe des Kansas City Royals, alors champion des World Series. Il est drafté au 4e tour, donc pas au premier. Les équipes doutent de son engagement total. Il vient du football et même si ses résultats universitaires sont exceptionnels, son profil est jugé à haut risque mais à très fort potentiel. Le contrat est d'une durée de 3 ans pour $1 million. Quand un joueur est drafté en MLB, il signe un contrat professionnel, mais il n'intègre presque jamais directement l'équipe principale. À la place, il est envoyé dans les ligues mineures qui servent à développer la technique, tester la régularité, voir comment le joueur gère la pression sur la durée. Bo est donc envoyé aux Memphis Chicks, une équipe affiliée aux Royals. Il y fait des débuts prometteurs, et peu de temps après, en 1987, il intègre directement l'équipe principale. Là, il bat le record de home run pour un rookie des Royals avec 22 réalisations. Le terrain tranche là où les recruteurs hésitaient. À la fin de la saison officielle de baseball, il rejoint l'équipe de football des Los Angeles Raiders et son propriétaire Al Davis, qui a compris le message de la dernière fois. Pas d'ingérence avec le baseball, contrat sur mesure, liberté totale. Bo Jackson accepte. Et il devient professionnel double sport, chose quasi impossible. Star MLB chez les Kansas City Royals et Star NFL chez les Los Angeles Raiders.
deux sports physiquement incompatibles, à une époque où aucun autre équivalent n'existe. Et c'est là que tout s'enchaîne. Juillet 1988, match de baseball contre les Baltimore Orioles. Jackson affronte le lanceur Jeff Ballard. Il tente de demander un temps mort, non accordé. Il s'apprête à tirer et retire brièvement une main de la batte. Jeff en profite, lance un boulet de canon. Bo se réajuste rapidement et frappe un home run au champ gauche. L'action devient iconique, symbole de ses réflexes et de sa puissance hors norme. Et je vous invite à la regarder. Il inscrit 25 home runs sur la saison et vole 27 bases. Il performe en parallèle pour les Riders et inscrit 2 touchdowns. En 1989, il est titulaire au All-Star Game en baseball et frappe un home run de 137 mètres contre Rick Russell. Dans la foulée, le logo Nike apparaît et le slogan Bo Knows. Une campagne médiatique de la célèbre marque à la virgule, jouant sur l'image de Bo comme athlète incroyablement polyvalent. Nike met en scène Jackson dans une multitude de sports pour promouvoir ses chaussures de cross-training, destinées à ceux qui pratiquent plusieurs activités. Nike fait intervenir dans la publicité des stars d'autres sports, Kirk Gibson en baseball, Jim Everett en football, Michael Jordan en basket, John McEnroe en tennis, Wayne Gretzky en hockey. Chaque star dit la même chose. Bo knows dans son sport. Il offre ce même soir le point de la victoire et gagne le MVP du match. Soirée historique pour le jeune homme de l'Alabama. Il inscrit 32 home runs sur la saison, soit le 10e total le plus élevé de l'histoire pour un frappeur droitier. En NFL, Jackson devient une icône médiatique. Il court 950 yards avec une moyenne de 5,5 yards par course et inscrit 4 touchdowns. Il incarne alors puissance, vitesse, domination physique. Il n'est pas seulement efficace, il est spectaculaire, comme en MLB. Quand Bo Jackson est sur le terrain, le match change de nature. En 1990, contre Baltimore en baseball, une nouvelle fois, Jackson attrape une balle plein sprint, à quelques pas du mur. Il court littéralement sur le mur pour éviter l'impact, image qui devient mythique, illustrant son athlétisme unique. Et je vous invite aussi à la regarder. Avant ses matchs de baseball, il s'impose la même routine. Il s'entraîne au tir à l'arc dans les vestiaires des Royals, afin de focaliser sa concentration sur la précision et le contrôle moteur. Chose qui lui réussit plutôt bien, vu qu'entre le 23 et le 24 août 1990, il frappe 4 home runs consécutifs sur 2 matchs, égalant un record historique en MLB. En parallèle des exploits sportifs, la campagne marketing Bo Knows de Nike est devenue un énorme phénomène aux États-Unis jusqu'à devenir un vrai cliché culturel. Les ventes des cross-trainers Nike passent d'environ 40 millions à 400 millions de dollars, un bond spectaculaire attribué en grande partie à cette campagne. Pour Nike, ça devient l'un des produits les plus vendus derrière les chaussures de basket classiques, et contribue à consolider durablement la marque comme un leader du marché sportif. Malheureusement, le 13 janvier 1991, lors d'un match de play-off en NFL entre les Los Angeles Riders et les Cincinnati Bengals, Bo Jackson se fait violemment plaquer au sol en pleine course. À ce moment-là, ni lui ni le staff ne comprennent l'importance de ce qui vient de se passer. Par sécurité, il rentre au vestiaire, en marchant d'ailleurs. Pour autant, peu de temps après, le diagnostic médical est catastrophique. Luxation de la hanche et nécrose avasculaire, soit une perte de vascularisation de la tête de l'os du fémur. Fin de carrière pour Bo Jackson. La sentence est sans appel, il ne jouera plus au football. C'est terminé. De son côté, l'équipe de baseball des Kansas City Royals refuse de payer son salaire de 2,3 millions de dollars durant sa convalescence et sa rééducation. Estimant que la blessure vient du football, il le libère de son contrat dès mars de la même année, l'abandonnant à son sort. Seulement 16 jours après que Jackson a été libéré par les Royals, les Chicago White Sox lui proposent un contrat de 3 ans, lui garantissant 700 000 dollars par saison, avec un potentiel de prime à la performance pouvant atteindre 8,15 millions de dollars sur la durée du contrat. Il subit dans la foulée une opération lourde de la hanche et se fait greffer une hanche artificielle. Les médecins estiment qu'il ne pourra plus jamais courir normalement. Mais rappelez-vous, le cerveau peut changer, s'adapter, même à un âge avancé, même après un AVC ou un traumatisme. Il rentre en rééducation avec la volonté de redevenir un athlète et de performer à nouveau. Il réapprend à marcher, à courir, à produire de la puissance, mais sans explosivité. Il finit par accepter une nouvelle réalité. Il ne sera plus jamais l'athlète qu'il était, il en deviendra un nouveau. Lors de sa rééducation, il promet à sa mère que, lorsqu'il reviendra, il frappera un home run pour elle. Elle décède malheureusement avant qu'il ne puisse retourner sur les terrains.
En 1993, il signe un retour improbable en MLB, seulement 1 an après sa greffe de hanche, en frappeur désigné. Dès son premier passage au bâton, il envoie une frappe surpuissante sur le champ droit. Home run. Il récupère la balle en échange de sa batte dédicacée afin de l'offrir à sa mère partie plus tôt. Le lendemain de son retour au jeu, Nike publie une page de publicité dans les magazines USA Today proclamant « Bo knew ». Bo savait. Il inscrit 16 home runs en 85 matchs lors de cette saison. Bo Jackson est toujours aussi puissant, bien que moins dominant. Ce retour lui vaut le surnom de Bionic Bo. Il est nommé au Sporting New LA Comeback Player of the Year. Son retour est considéré comme l'un des plus impressionnants de l'histoire médicale du sport. Celui d'un homme n'acceptant aucun discours alarmiste, ne négociant pas avec le doute collectif du corps médical ou du public, prenant le dépassement de soi et la reconstruction, vouant chaque minute de son temps à sa santé physique et mentale. Il prend sa retraite sportive après la saison 1994, écourtée à la suite de la grève des joueurs, et après avoir disputé 75 matchs et inscrit 13 home runs pour les California Angels. Contrairement à beaucoup de stars après leur retraite sportive, Bo Jackson ne cherche pas à capitaliser médiatiquement. Il refuse le rôle d'analyste, les plateaux télé, l'exploitation nostalgique de son image. Il disparaît volontairement du paysage sportif. Bo revient à une vie discrète, s'investit dans son mariage, sa famille, l'agriculture et la communauté. Il retourne à Auburn University afin de terminer ses études et obtient un diplôme en sciences de la famille et de l'enfance, tenant ainsi la promesse faite à sa mère plus de 10 ans après. Il est intronisé au College Football Hall of Fame en 2015, mais pas au Hall of Fame de la NFL ni à celui du baseball, car sa multicarrière fut trop courte. Et pourtant, peu d'athlètes ont marqué autant les esprits avec si peu de saisons. Il est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme la référence absolue du bisport moderne. Lui qui n'a jamais posé de limite à son jeu, cherchant avant tout à prendre du plaisir et performer sans contrainte. Visant l'excellence sans spécialisation, sans calcul, il a vécu une carrière courte et intense, prouvant que le corps et le cerveau peuvent s'adapter à plusieurs schémas et transférer les compétences. Il n'incarne pas seulement la puissance brute et l'efficacité, mais une plasticité neuronale hors norme capable de reprogrammer le corps pour des tâches radicalement différentes, obligeant l'opinion publique et les instances sportives à s'adapter à son modèle, redonnant le pouvoir aux joueurs face aux institutions qui auraient tenté de le brider et de le formater. La légende du sportif le plus polyvalent du sport, Vincent Bo Jackson, demeurera à jamais éternel. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur un sportif d'exception. Bien sûr, tout n'a pas été raconté, et je vous invite à regarder des vidéos sur lui, ses highlights, pour en savoir un peu plus sur sa vie qui fut exceptionnelle. Ce fut un sportif d'exception qui a su pousser l'athlétisme à son paroxysme. À l'heure où le terme athlète hybride est de plus en plus galvaudé, la carrière de Bo Jackson nous rappelle que le cerveau n'est pas un organe fragile et calcaire, qui se fiche dans le temps. Son parcours illustre que la neuroplasticité ne s'arrête ni avec l'âge, les blessures, ni à la fin d'une carrière sportive, mais qu'elle se manifeste à chaque fois qu'un individu accepte de redevenir apprenant. Alors oui, la plasticité neuronale ne fait pas tout, et sa carrière ne fait pas office de preuve concernant ce concept, car plusieurs paramètres rentrent en jeu, comme la génétique, la discipline, la motivation. Mais elle explique peut-être un peu mieux comment certains cerveaux réussissent à exceller là où d'autres se dispersent. Alors si vous écoutez ce podcast, ne vous fixez pas de limites et tentez des activités qui vous intéressent. Ça paraît bateau dit comme ça, mais c'est pourtant une réalité. Osez briser vos croyances limitantes, tentez des choses, ne cherchez pas forcément à vous spécialiser. Élargissez votre carte cérébrale, soyez d'éternels apprenants. Vous serez sûrement surpris de votre niveau dans certains domaines ou de vos capacités d'apprentissage. Et souvenez-vous, celui qui croit qu'il peut réussir et celui qui croit qu'il ne le peut pas ont tous les deux raison. Si ce podcast vous a plu, je vous laisse vous abonner sur Deezer, Spotify et Apple Podcast, nous rejoindre sur Instagram et autres plateformes, liker, commenter, partager, merci du soutien, à très vite dans Éternel.